Au sommaire, l'invité du matin avec Kra Kouadio Pierre, expert immobilier, thème abordé l'intelligence structurelle en bâtiment. Deuxième et dernière ligne droite, toujours au sommaire, business annonce avec le coordonnateur PEF, avec lui nous faisons le bilan de la seconde édition du top projet scolaire TPS. On part avec notre premier invité, Kra Kouadio Pierre, expert immobilier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dans les coulisses, pour les préparatifs de l'émission, vous m'avez fait rêver à travers un dicton. Tout le monde peut construire, mais tout le monde ne sait pas construire. Effectivement, c'est cela. Mais avant, permettez-moi de vous dire merci de me recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, la construction est devenue de plus en plus, donc, on va dire, un problème, un casse-tête, au point où on assiste donc à une prolifération donc d'ouvrages qui malheureusement au bout du compte ne tiennent pas donc au niveau donc de la résistance structurelle. Je ne vous arrête pas, mais il faut rappeler aux téléspectateurs qui ne suivent que par ouvrage. Vous voulez parler de maisons, de bâtiments. On ne parle pas de livres, on ne parle pas d'ouvrages scolaires. Tout à fait. Quand on parle donc d'ouvrages, il faut entendre parler des bâtiments, hein, des maisons. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, tout le monde peut construire. Mais tout le monde ne sait malheureusement pas construire. Parce que la construction obéit donc à un certain nombre de règles. D'où votre nouvelle donne, votre nouvelle idée. Vous prônez un concept, l'intelligence structurelle en bâtiment. Tout à fait. Par quoi? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent comprendre du moins par intelligence structurelle en bâtiment? D'accord. Aujourd'hui, c'est un thème nouveau que nous développons. Son principe même est un principe ancien, mais qui aujourd'hui est en train d'être recadré afin donc de parler d'intelligence structurelle. Mais avant de savoir ce que c'est que l'intelligence structurelle, il faut au préalable savoir ce que c'est qu'un bâtiment. Nous disons que le bâtiment, ce n'est rien d'autre qu'un ouvrage destiné donc à abriter les services de l'homme. Okay? Donc à partir de ce moment-là, tout ce que vous constatez comme maison qui abritent les activités de l'homme et les connexes sont donc appelés des bâtiments. On peut en avoir sur plusieurs formes. Oui. Il y en a de formes rectangulaires, oui. Triangulaires. Des maisons basses. Des maisons basses, des maisons hautes. Oui. Il y en a dans presque tous les types de matériaux. On en a en terre, on en a en bois. On en a en vitre, on en a en béton armé, en béton précontraint, ainsi de suite. Et l'intelligence structurelle est dans tous ces modèles de maisons. Donc, c'est tout à fait. Donc aujourd'hui, l'intelligence structurelle voudrait tout simplement recadrer donc la réalisation de ces ouvrages-là sous forme d'intelligence, l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut réaliser tous ces ouvrages non pas en suivant un modèle, on va dire un modèle habituel, mais un modèle beaucoup plus réfléchi, parce qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique et un ouvrage doit pouvoir donc apporter un certain nombre d'aises à celui qui les réalise. Un certain nombre de bien-être. Tout à fait, un certain nombre de bien-être. Et vous avez énuméré avec moi quatre critères qui rentrent en ligne de compte pour qu'un bâtiment respecte l'intelligence structurelle. Vous avez parlé en premier point de la nature géotechnique. D'ailleurs, pour les téléspectateurs, on a déjà fait une superbe émission avec un expert géotechnicien. Encore aujourd'hui, on parle de géotechnique. Vous avez parlé de l'orientation de la maison ou d'un ouvrage selon les positions stratégiques. C'est ça. En troisième critère, vous avez parlé de l'utilisation des matériaux de construction. C'est ça. Et en quatrième point, vous avez parlé de l'isolation acoustique pour éviter les nuisances sonores. C'est ça. N'est-ce pas? Bien sûr. On parle pour le premier point, la nature géotechnique. Comment est-ce que la géotechnique peut-elle jouer un rôle prépondérant dans l'intelligence structurelle d'un bâtiment? D'accord, merci encore une fois. Alors, sachez tout simplement que un ouvrage est une surcharge sur un sol. Oui. Tout ce qui constitue donc le corps de l'ouvrage, du béton, les fenêtres, les portes, ce qu'on appelle donc les charges permanentes, tout ça constitue dans un premier temps une surcharge sur le sol de portance. L'autre surcharge, c'est les surcharges d'exploitation. Lorsque vous êtes dans une maison et que dans un immeuble où vous avez jusqu'à R+3, il existe un certain nombre de personnes, des gens qui ont des télévisions, des gens qui ont les lits, des gens qui ont... En tout cas, tout ce qui est dedans, qui constitue donc l'équipement de ceux qui habitent, constitue aussi une surcharge. Une autre surcharge, qu'on appelle donc une surcharge permanente, c'est l'effet du vent tous les jours sur un ouvrage, l'effet de la pluie, du soleil, un peu plus loin, l'effet du gel. Tout ça, ça constitue donc une surcharge. Du coup,
lorsque on analyse toute la somme de ces surcharges sur un sol, on se rend compte que le sol a bien des problèmes pour résister à un certain nombre d'ouvrages. C'est pourquoi il faut au préalable analyser ces sols. L'étude tout simplement qui analyse donc ces sols-là sont cette étude c'est donc appelé une étude géotechnique. Cette étude géotechnique va vous permettre de réaliser ou de voir, de constater donc les stratifications de ce sol-là. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par stratification? Stratification, c'est les différentes couches constitutives donc de ce sol-là. D'accord. Voilà, parce que c'est pas toutes les couches qui sont susceptibles de supporter un certain nombre de charges. Ok. Voilà. Donc il y a, on le voit, il y a des gens qui construisent des ouvrages dans des bas-fonds. Oui. Et au bout d'un moment, soit ces ouvrages-là sont complètement inondés, ces ouvrages sont habités par les termites envahissent tout ce qui est tuyauterie d'électricité, la maison, la confortabilité, la vie dans cet ouvrage n'est vraiment pas assez confortable. Donc cette étude géotechnique-là va vous permettre de déterminer le point de poinçonnement, okay, ou l'effet d'importance donc de ces ouvrages-là. Donc c'est important de pouvoir le savoir. Et beaucoup de personnes aujourd'hui construisent sans au préalable jeter un coup d'œil sur la nature des sols, l'aspect géotechnique. Et c'est ce que nous conseillons aujourd'hui pour réaliser donc un certain nombre d'ouvrages. Deuxième point que vous conseillez en tant qu'expert immobilier, vous parlez de l'orientation de la maison, de l'ouvrage selon les positions stratégiques. Tout à fait. Si c'est dans un bas-fond, comment est-ce que ma maison doit être orientée? Si c'est en hauteur, comment est-ce qu'elle doit être orientée? Alors, ici, les orientations dont nous parlons ne sont pas trop dues au bas-fond. Ça peut être un facteur. Oui. Mais en général, un ouvrage, une maison, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, oui, doit offrir une certaine condition d'habitabilité. Oui. Lorsque on se retrouve dans une maison, on doit se sentir bien. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de nos maisons, on a toujours besoin d'air conditionné, soit c'est la climatisation, soit c'est le ventilateur. Ce qui fait que vivre dans cette maison-là est à la limite du possible. Le jour où vous avez une rupture de courant, automatiquement tout le monde se retrouve dehors, tout le monde se retrouve sur les dalles, ainsi de suite. Pourquoi? Très chaud. Très chaud. Pourquoi? Parce que l'orientation de la maison n'obéit pas ou bien ne favorise pas une certaine confortabilité de vie. Donc vous voulez faire comprendre que l'orientation de la maison est inhérente également au vent qui va y régner, au soleil, à l'air naturel qui va y régner, tout ça, à l'éclairage. Oui, tout à fait. Le soleil joue un rôle prépondérant dans une maison. Oui. Il joue à la fois deux rôles. Il en joue bien d'autres, mais permettez-moi de citer ces deux. Le premier rôle du soleil, c'est de créer un ensoleillement naturel de l'ouvrage. Dans la maison. Dans la maison. Sans forcément avoir de la lumière. Sans forcément avoir de la lumière, de telle sorte que lorsque vous ouvrez les volets, la maison est naturellement éclairée. Ça, c'est le premier rôle que jouent les conseils. Il faut orienter la maison de telle sorte que l'ensoleillement naturel soit bien fait. Le deuxième aspect que produit un soleil, malheureusement, c'est le réchauffement des murs. Donc, il faut pouvoir orienter, vous rentrez dans certaines chambres où à partir de 21h ou 18h, lorsque le soleil se retire, vous avez une rétraction incroyable, une chaleur, un ensoleillement dans la maison de telle sorte que parfois on ne peut même pas y rester. On est obligé d'ouvrir les volets, d'ouvrir les portes pour pouvoir se sentir un peu... Et ça, habituellement, c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise orientation. Oui, tout simplement. C'est dû à la mauvaise orientation. Chez nous, en Côte d'Ivoire ou encore en Afrique, beaucoup pensent que l'orientation de la maison doit être guidée par une façade routière. On peut avoir une route qui passe devant chez vous, mais votre maison peut donner dos à la route. C'est pas systématique. C'est pas obligé que vous fassiez, que la maison fasse face à la maison. Donc, il faut regarder les grands vents dominants. Les grands vents dominants. C'est ça, les grands vents dominants. Nos téléspectateurs nous suivent. Vous êtes en compagnie de Kra Kouadio Pierre, il est expert immobilier. C'est ça. Le thème abordé, l'intelligence structurelle en bâtiment. C'est ça. Vous parlez des thèmes un peu techniques. Est-ce qu'on peut avoir des termes vraiment d'accord, oui, d'accord. Bon, on va essayer puisque notre public est un grand public. D'accord. Donc, ce qu'on a appelé les vents dominants, c'est un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle les grands vents. À chaque moment de la journée, il se dégage donc un certain nombre de vents.
c'est pourquoi on a dit d'entrée le jeu que tout le monde peut construire, mais tout le monde ne sait pas construire, parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui construisent ne regardent pas ou ne tiennent même pas compte de la direction de ces grands vents-là. Il existe des petits éléments, des petits ouvrages qu'on peut créer pour voir en général l'orientation de ces vents sur un terrain. Okay? Donc, ce sont des petites pratiques qu'on peut faire pour voir de telle heure à telle heure où passent les grands vents, de telle heure à telle heure. C'est vrai que ce n'est pas une science très très exacte, mais qui, ma foi, marche quand même pour voir donc les orientations de ces vents. Donc il y a des études également qui peuvent être faites par rapport à l'orientation de la maison. Bien entendu, bien entendu. Donc les orientations de cette maison-là, de ces maisons, cette orientation est fondamentale pour éviter d'être toujours, en tout temps, en tout lieu, être obligé d'utiliser de la climatisation. Okay. Parce qu'au finish, votre maison ne devient pas économique. On parle du troisième point, l'utilisation de matériaux de construction. Tout à fait. Ces éléments sont liés, si vous voulez, étroitement liés donc, au deuxième aspect. Oui. En ce sens que de plus en plus, toutes les constructions que nous avons aujourd'hui sont des constructions qui sont faites de façon, on va dire de façon ordinaire. On n'utilise que du béton, que des mortiers, que du béton. Alors que le béton a un pouvoir de rétention de la chaleur. Alors que les gens se disent aujourd'hui, il faut forcément un soubassement en béton pour avoir une fondation forte. Ah oui. Oui, mais là... vous me dites aujourd'hui que le béton n'est pas forcément... Non, le soubassement ou encore la fondation est un ouvrage, ce qu'on appelle donc une infrastructure. Cette infrastructure-là a le droit ou a un sens de recevoir toutes les charges qui viennent donc de la superstructure. Mais au niveau de la séparation ou du découpage parcellaire de la superstructure, nous pouvons alterner donc des matériaux tels que les blocs de terre cuite, de terre compressée. Il existe donc des plexiglas. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent donc de réduire non seulement le coût de production d'un ouvrage, mais améliorer la confortabilité ou le mode de vie dans ces ouvrages. Et tout ça, c'est bon pour d'y penser. Quatrième et dernier point, vous avez parlé de l'isolation acoustique. Habituellement, ça intervient dans la confection des studios, hein. Tout à fait. Studio radio, studio télé ou studio d'enregistrement pour ceux qui sont dans le domaine musical. L'isolation acoustique, comment ça se fait? Oui, et son importance dans l'intelligence structurelle en bâtiment. C'est ça. Si au niveau des radios, des studios radio, des studios télévision, ils ont compris l'isolation acoustique. Il faut regretter de l'autre côté que dans nos habitations, dans nos bureaux, malheureusement, cette application-là n'est pas faite ou encore est très 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 peu comprise. Nous avons besoin de tranquillité dans nos maisons, mais cette isolation se fait de façon assez simpliste. Les agglos que nous utilisons pour construire, on peut encore utiliser des agglos avec plusieurs alvéoles, c'est-à-dire plusieurs trous dedans. Tous ces trous-là servent donc d'isolant acoustique. Des trous? Oui, ce sont des trous. Oui, ce sont des trous donc, dans ces agglos, ce qu'on appelle communément briques. Ouais. Il y a des agglos où il y a une multiplicité donc, de trous. Il faut respecter les règles de la construction tout simplement. On vous dit une hauteur sous plafond, c'est 2,80 m. Si vous en faites une hauteur sous plafond. D'accord, c'est du sol. C'est-à-dire du sol au plafond. Il faut combien? 2,80 m. Ça, c'est pour faciliter l'isolation sonore. C'est ça. Et acoustique. C'est ça. C'est une règle. Si on vous dit 2,80 m, que vous en faites 1,70 m, ça veut dire qu'il aura la réverbération donc de la voix. Le son part sur des murs, il rebondit, il revient. On vous parle de la surface ou l'écartement encore, la surface habitable, 9 mètres carrés, c'est-à-dire il faut des murs de 3 mètres sur 3. Si vous en faites 2,60 m, c'est-à-dire que le son que vous émettez va rebondir sur les murs, ça va repartir d'un autre mur et ça va créer donc des échos. Okay. Donc, parce que souvent on est dans des chambres et puis on communique, on a l'écho là. Bien sûr, c'est encore plus regrettable quand le voisin fait du bruit et que vous êtes informé chez vous. Souvent vous êtes en train de parler, ou bien il est en haut, il parle en bas, on entend. On entend souvent le bruit des pieds des gens d'une chambre à une autre. L'isolation acoustique n'a pas été respectée. Il faut dire que ça, ce sont des pathologies de la construction. Les avantages de l'intelligence structurelle en bâtiment, Monsieur Krakwadio Pierre, vous pouvez nous parler. D'accord. Les avantages sont multiples. On ne peut pas tout
tous les citer ici, mais déjà il faut savoir que l'un des avantages donc, de cette nouvelle science que nous prenons, c'est de permettre de construire des ouvrages non seulement à la fois confortables, à la fois économiques et à la fois ergonomiques. Ce qu'on appelle ergonomique, c'est de pouvoir vivre dans une maison sans toutefois se sentir toujours mal. Toujours mal. C'est ça. Et il y a un avantage sur la santé aussi. Oui, bien sûr. Vous êtes en pleine forme, ça se voit. Tout à fait. Vous êtes dans une demeure qui respecte l'intelligence structurelle. Tout à fait, je vous remercie. Krakwa Diopia, vous êtes expert immobilier. C'est ça. On va encore reprendre le dicton, l'adage. L'adage dit tout le monde peut construire, mais tout le monde ne sait pas construire. Il faut respecter les 4 critères pour une maison qui est intelligente de manière une maison intelligente. À l'heure donc de réchauffement climatique, il faut construire des maisons qui soient à la fois vivables et à la fois économiques. Et puis, chers constructeurs également, il faut faire du sol au plafond, la longueur. La hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond. 2,80 m. Il faut respecter ça. C'est ça. Merci. L'invité du matin, c'est terminé. On part maintenant pour la deuxième et dernière ligne droite de ce numéro. Business Annonce avec Yao Félix, il est coordonnateur du PEF, le programme d'études financières. Le manque de connaissances financières n'est pas un problème unique à une quelconque population. Elle affecte tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux, en passant par toutes les races et toutes les couches socio-économiques. On ne peut pas se permettre d'être passif et ignorer ce problème. Ces paroles sont de John Hope Bryant, conseiller en capacité financière du président Obama. C'est avec ces paroles de ce grand économiste et financier que nous recevons Yao Félix, il est coordonnateur du PEF, le programme d'études financières, un programme qui a été initié et conçu par le ministère de l'Éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Yao Félix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en fonction au ministère de l'Éducation nationale, plus précisément coordinateur d'un nouveau programme, le PEF. Qu'est-ce que c'est le PEF? Le programme d'éducation financière est une action éducative mise en route par la volonté de Madame le ministre de l'Éducation nationale pour apporter, je vais dire, des connaissances, des compétences, mais aussi et surtout la confiance aux différents acteurs du système afin de mieux gérer donc leurs revenus. Voici donc, je vais dire au départ, véritablement tout le sens de ce programme. Qui d'ailleurs, il faut le dire en passant, est une singularité à travers donc le monde entier, parce que généralement ce sont des organisations, je vais dire, de la finance, ce sont des associations de la finance, ce sont des ministères de l'économie, ce sont des fédérations et j'en passe, bancaires qui mettent en place généralement des programmes d'éducation financière. Très bien. Et en Côte d'Ivoire, c'est un ministère de l'éducation et cela est la marque donc de Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale. De la République de Côte d'Ivoire. Absolument. Et nous sommes très contents de vous recevoir sur Business 24. C'est également un plaisir partagé, effectivement, d'être avec vous sur votre plateau. Ouais. Très bien. Alors, qui dit ministère de l'Éducation nationale dit tout ce qui touche aux enfants, aux primaires, n'est-ce pas? Et pas seulement le primaire, également le secondaire, oui. Le secondaire. Oui, le secondaire. Il y a la maternelle. Oui, la maternelle, le primaire, le secondaire. C'est bien. Alors, avec ces trois catégories qui composent l'éducation nationale, le programme intervient. Oui. Donc, c'est un programme qui va former les enfants à quoi exactement? Alors, vous savez... C'est vrai que c'est l'éducation financière, mais il y a quoi dans l'éducation financière? C'est quoi on inculque aux enfants de la maternelle, du primaire et du secondaire? Et parmi ces trois catégories de l'éducation nationale, qui est réellement concerné? Alors, pour répondre, je veux dire, à votre question et pour donner réellement tout le sens de cette action éducative dans le système éducatif ivoirien, il faut dire que, vous savez, de façon générale, nous avons tous un handicap. Notre handicap, c'est le manque d'éducation financière dès le jeune âge. Ce qui explique naturellement que lorsque nous devenons adultes, nous avons toujours des problèmes dans la gestion de nos revenus.
nous avons des problèmes dans notre relation avec les questions d'argent. Et Madame le ministre a intégré, je veux dire, ce qu'on pourrait appeler l'une des innovations, parce qu'il y a, en plus de l'éducation financière, il y a également, je veux dire, l'entrepreneuriat, nous aurons l'occasion de revenir tout de suite là-dessus, qui sont donc des innovations majeures dans le système éducatif ivoirien. Ok, et donc nous apportons cette culture financière, cette intelligence financière à nos enfants. De primaire, oui, de la maternelle ou du secondaire. Ça va atteindre le primaire, ça va atteindre, je vais dire, pourquoi pas, la maternelle, parce qu'il y a des possibilités pédagogiques. Actuellement, nous sommes au niveau du secondaire. Au niveau du secondaire. Oui. Très bien. Donc, on inculque aux enfants à la culture entrepreneuriale et à la gestion de leur argent lorsqu'ils sont adultes. Oui, la culture financière. C'est-à-dire, il faut leur apporter déjà l'intelligence financière. Voilà. Il faut briser donc le tabou, sur les questions liées à l'argent. D'accord. Voilà. Et parce que mieux nous allons donc donner ces compétences à nos enfants, mieux nous allons leur donner donc, je vais dire, cette confiance et cet encadrement nécessaire, alors nous pourrons espérer avoir des enfants qui, d'abord, très jeunes, ont une bonne relation avec les questions d'argent. Donc, ça doit pouvoir impacter réellement, je veux dire, les questions comme la cybercriminalité. N'oubliez pas que les cybercriminels en Côte d'Ivoire ont l'âge qui varie entre 9 et 22 ans. 22 ans. Oui. À propos de l'une de vos activités, du PEF, du programme d'éducation financière, vous avez initié TPS. Oui. Le top projet scolaire. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le programme d'éducation financière initie plusieurs activités. Il y a les activités de formation des adultes, donc des enseignants. Des parents d'élèves, donc je veux dire des COGES, et même en dehors de l'école. Parce que nous sommes sollicités pour apporter notre expertise à d'autres organisations. Entre autres, nous avons eu à former, je vais dire, le personnel de la direction de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Voilà, ceci pour les outiller à mieux encadrer les familles. Pour la gestion de l'argent, de leurs revenus. Voilà, tout à fait, des ménages. Les ménages. Et ça, c'est très, très, très important à le souligner. Nous avons formé les délégués départementales, donc les femmes, d'une organisation donc politique de la place, je veux dire, à l'entrepreneuriat. Et pour parler d'entrepreneuriat, effectivement, nous faisons en même temps la jonction avec le concours Top Projet Scolaire, qui est donc une action éducative qui accompagne les enfants dans l'acquisition de savoir, de compétences, tant au plan de la culture financière qu'entrepreneuriale. Et d'ailleurs, Business 24 était à la finale de ce concours, qui a été une très belle cérémonie. Hein. Merci bien. Le vendredi 21 octobre dernier, TPS a eu son apothéose festive avec des lauréats des prix. Tout à fait. Alors, d'abord, posez-moi les jalons de cet événement tout à l'heure. Il faut dire que pour que nous soyons à la finale, il y a eu tout un parcours. Un parcours qui nous permet, je fais la brèche pour vous rappeler déjà que TPS, Top Projet Scolaire, est à sa deuxième édition. Deuxième édition. Oui. L'année dernière, c'est le collège moderne de Cocody qui avait remporté ce concours. Oui. Avec quel projet? Avec son projet de fabrication de confitures à base de fruits tropicaux. Des fruits tropicaux. Voilà. Alors, Top Projet Scolaire, c'est un concours interlycée collège qui consiste... C'est tout l'étendue du territoire ou Abidjan seulement? L'année dernière, c'était donc la phase expérimentale, c'était sur Abidjan. Nous avions commencé avec une direction régionale. D'accord. Voilà. Et cette année, suite aux instructions donc de Madame le ministre, le concours a été ouvert à l'ensemble des établissements du pays. Et donc, d'une draine, l'année dernière, nous sommes passés pour cette année à 16 directions régionales, ce que nous appelons draine. Draine, voilà, direction régionale lancée de l'éducation nationale. Voilà. Et avec une participation de plus de 75 établissements. 75 établissements. Voilà. Et il y a eu donc les phases régionales.
c'est-à-dire une compétition interne dans les directions régionales de l'éducation nationale. Et nous avons retenu donc les meilleurs de chaque région. Nous sommes retrouvés après en finale de zone. Alors la zone pour nous c'est un découpage qui permet donc de prendre en compte plusieurs directions régionales selon leur distance. D'accord. Et donc là, ça nous a permis... Donc des phases régionales, on allait au final des zones. Et les meilleurs des zones se sont retrouvés en demi-finale. Et des demi-finales, vous avez retrouvé les 4, effectivement, qui étaient en finale. À savoir le Collège moderne de Bondoukou. Oui, Collège moderne de Bondoukou. Vous aviez également les cours sociaux d'Abobo, de la Draine d'Abidjan 4. Abidjan, oui. Oui, Abidjan 4. Il y a eu également le lycée mixte 1 de Yamoussoukro. Bondoukou, Abidjan, Yamoussoukro, et puis enfin Adzopé. Donc c'est carrément toute la Côte d'Ivoire le lycée moderne d'Adzopé qui d'ailleurs a été, je veux dire, l'établissement lauréat de cette année avec son projet de culture hors sol de piment. Piment bec d'oiseau. L'année dernière, c'était les confitures de fruits tropicaux. Aujourd'hui, cette année, c'est le piment. Voilà. Alors, le principe, il est le suivant. Des équipes d'élèves sont mises en place dans chaque lycée, donc 10 élèves. Et ces 10 élèves montent un projet, mais naturellement, en amont, il y a la formation des encadreurs. Voilà. Les encadreurs, ce sont des enseignants Les encadreurs sont soit des enseignants, soit des éducateurs. En tout cas, ce sont des personnels du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, qui sont formés, outillés, je veux dire, à la culture entrepreneuriale. Et juste après, nous passons maintenant à l'encadrement des enfants. Qui se fait comment ? Ce sont des répétitions, ce sont des écritures. Les enfants apprennent à écrire, à monter donc les projets. Des projets. Et quand ils finissent, alors ils viennent maintenant en confrontation devant un jury composé de professionnels. Donc ils viennent soutenir. Ils viennent faire le projet, ils viennent faire le pitch. Alors ce qui est intéressant, c'est que à tout point de vue, aucun adulte n'intervient en ce moment. C'est-à-dire que même dans la présentation, la manipulation, la gestion de l'outil informatique, ce sont les enfants. Voilà. Donc c'est au bout de tout ceci, effectivement, que nous retrouvons, je veux dire, la belle finale que vous avez vue. Et l'événement a été sous la présence de Kandia Camara, puisque le PEF qui est l'initiateur de ce top projet scolaire est sous la tutelle de Mme Kandia. Oui, c'est vrai. Elle était là. Oui, elle a présidé en personne donc cette finale qui était également parrainée par le ministre de l'Entrepreneuriat national. Donc monsieur Anzoumana Moutaye, voilà, qui était donc le parrain de la cérémonie, mais il y a eu que cette cérémonie a été placée sous le patronage de la haute autorité, du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, son excellence Seydou Eliman Diarra. Mais félicitations. C'est nous qui nous vous disons merci. Donc, à l'année prochaine. D'en faire large écho. Madame le ministre, au cours de son allocution, a profité pour lancer donc, je veux dire, l'événement 2016-2017. C'est la troisième édition de Top Projet scolaire. Et je crois que dans les jours qui suivent, nous allons démarrer véritablement la première étape qui se trouve... les phases régionales. D'abord la formation des encadreurs. La formation des encadreurs. Très important. Tout part de là. Donc d'abord, comment ça se passe? La formation des encadreurs. Et puis après, nous allons donc au final régional, ensuite au final de zone, et demi-finale et finale nationale. Et cette année, le lauréat est reparti avec combien? Alors cette année, il faut dire que le lycée moderne d'Adzopé est parti avec un prix d'un montant de 4 millions de francs CFA, offert par donc notre sponsor, et l'équipe classée deuxième est partie avec la somme de 2 millions, le troisième prix 1 million,
et le quatrième prix 500 000. 500 000, ouais, c'était oui, tout à fait. Oui, mais il y a eu... Et vous êtes parti avec combien? Il y a eu des prix spéciaux. Ah d'accord. Oui, il y a eu des mais prix vous êtes parti avec combien? Le coordinateur vous savez, le coordinateur n'était pas en compétition, il n'avait pas de prix. Super. Ouais. Yao Félix, il est coordinateur du PEF, le programme d'éducation financière, un programme qui existe depuis première d'année, 2 ans? Non, le programme éducation financière est mis en route à l'éducation nationale depuis 2012. Depuis 2012, donc ça fait près de 4 ans maintenant. Tout à fait. Ouais, mais le PEF est l'initiateur du TPS, du top projet scolaire. Oui, le programme éducation financière, je disais tantôt que nous avons plusieurs activités. Oui. Il y a la formation des enseignants, il y a le concours top projet scolaire dédié à la jeunesse dans le cadre de la promotion de la culture financière et entrepreneuriale, mais nous avons un événement comme, je vais dire, la Semaine mondiale de l'argent, voilà, à laquelle la Côte d'Ivoire participe. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions été classés 3e sur 132 pays qui ont participé donc à l'activité. D'ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous apprendre que la Côte d'Ivoire vient d'être nominée donc au Global Inclusion Awards qui vont se dérouler donc en Suède. Et voilà. Super. La vie économique continue sur le canal 161 du bouquet Canal+. Nous avons parlé d'argent pour cette deuxième et dernière ligne droite de ce numéro de Business Matin. En ce qui me concerne, je vous dis au revoir avec Yao Félix, qui est coordonnateur du PEF, du programme d'éducation financière. Avec lui, nous avons parlé des grands projets qui sont en train d'être faits par son département, à savoir le PEF, le programme d'éducation financière, et bien sûr de la finale du TPS, le top projet scolaire qui a eu lieu dernièrement le 21 octobre dans un hôtel La Place. Merci. Business Matin, ça continue à la semaine prochaine.